Alors, bonjour tout le monde. Avant de officiellement débuter notre débat de ce midi, je vous invite à écouter un court mot de bienvenue de nos deux principaux partenaires financiers de l'événement, soit l'Association de planification financière et fiscale et de l'Ordre des CPA du Québec. Alors, bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis Maurice Mongrain, président-directeur général de l'APFF, qui est une association qui regroupe près de 3000 fiscalistes au Québec, principalement, des comptables et des avocats. Donc, il nous fait plaisir de commanditer à nouveau ce débat électoral organisé par la chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke, lequel portera sur les enjeux de finances publiques et de fiscalité pour les prochaines élections fédérales. Alors, je vous souhaite un bon midi. Merci. Bonjour à tous. Il me fait bien plaisir de vous adresser ces quelques mots en amont du débat électoral portant sur les finances publiques et la fiscalité. Vous savez, c'est des enjeux cruciaux, comme on le sait, dans le contexte économique actuel. Les CPA, mais quant à nous, on joue un rôle fondamental dans l'économie, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international. Les CPA, on excelle à vous aider à naviguer cette turbulence et à assurer une bonne gestion des finances publiques. Alors, encore une fois, merci d'avoir participé. Votre engagement est très précieux et je vous souhaite un excellent débat. Alors, rebonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Au nom de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, je suis extrêmement content de vous accueillir à ce débat électoral dans le cadre des élections fédérales 2025, élection qui se tiendra le 28 avril prochain. Et notre débat porte plus particulièrement sur les enjeux de finances publiques et de fiscalité, ce qui est en fait le créneau de la chaire. Vous êtes environ 400 inscrits à ce débat aujourd'hui. Donc, sans surprise, vous êtes nombreux et nombreuses intéressés à vouloir en savoir davantage sur les propositions des différents partis en matière de finances publiques et de fiscalité. Ça fait partie de la mission de la chaire d'éclairer le débat public. Donc, on espère qu'au terme de l'événement, les participants vous auront aidé à y voir plus clair. Il faut toutefois convenir que la campagne électorale 2025 est extrêmement influencée par la guerre commerciale, donc question qui est en effet très importante. Les enjeux de finances publiques et de fiscalité restent néanmoins bien présents dans la campagne, même s'ils occupent peut-être une place moins grande qu'à l'habitude dans l'espace public. Donc, c'est pour ça, raison de plus pour faire notre activité. Et là, ici, je vais nommer quelques éléments sans égard à leur pertinence. Donc, au passage, les partis politiques ont promis depuis le début de la campagne électorale qu'il s'agisse de baisser l'impôt sur le revenu des particuliers, soit le barème, soit le montant personnel de base, éliminer la taxe carbone, abandonner ou non la hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital, exempter la TPS sur certains biens, dont les maisons neuves, augmenter le plafond du CELI dans un contexte de placement canadien, reporter le gain capital dans un contexte d'investissement canadien, des mesures qui touchent les aînés. Donc, je m'arrête ici, mais on aura sûrement l'occasion d'entendre les participants sur ces promesses qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Donc, je m'arrête également ici pour céder la parole à notre animatrice de l'événement, notre animatrice du jour, donc Clémence Pavic, qui est journaliste économique au Devoir et qu'on entend à l'occasion au 98.5 FM dans l'émission du matin. Donc, Clémence, je la présente en deux phrases. Donc, elle a étudié à l'Université de Sherbrooke dans un bac de politique et d'économie. Elle a poursuivi à la maîtrise dans des études internationales, développement et économie à l'Université de Montréal. Donc, je lui cède toute la place et je vous souhaite à tous et à toutes un bon débat. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci aussi aux candidats d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui présents pour parler de finances publiques. Je vais commencer en vous présentant comment sera organisée l'activité du jour. Donc, elle va être organisée autour de 4 blocs principaux. Pour le premier bloc, en fait, on va demander aux candidats de présenter chacun leurs objectifs. Quelles sont leurs priorités en matière de finances publiques, en matière de gestion des finances. Donc, par exemple, ça pourrait avoir attrait en ce qui a la guerre commerciale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en matière d'inégalité, d'environnement, de coût de la vie? Est-ce que leur priorité, c'est le retour à l'équilibre budgétaire? Donc, ce sera leur loisir de nous exposer quelles sont leurs priorités. Dans les deuxième et troisième blocs, on leur demandera ensuite de nous présenter les changements qu'ils proposent à la fiscalité
puis d'expliquer la gestion budgétaire qu'ils veulent faire. Malheureusement, on n'a pas encore eu de cadre financier, mais on va leur demander de faire preuve du plus de détails possible. Pour chacun de ces 3 blocs, chaque candidat aura le droit à une intervention de 2 minutes très exactement, donc dans un ordre aléatoire qui a déjà été établi au préalable par la chaire. Sachez qu'un candidat ne peut être premier ou dernier qu'une seule fois. Les candidats peuvent utiliser donc leur temps, le 2 minutes à leur guise, donc pour présenter des éléments de leur plateforme ou pour émettre des critiques envers les autres candidats, mais sachez qu'il n'y aura pas de droit de réplique. Ensuite, le 4e bloc, lui, il sera réservé à des questions spécifiques que nous avons préparées avec les organisateurs, des questions spécifiques pour chacun des candidats. Vous aurez 1 minute pour y répondre. Et puis ensuite, après ces 4 blocs, la parole sera à vous, le public. On a prévu une période de questions d'environ 15 minutes. Alors, vous pouvez poser des questions aux candidats de votre choix. Vous pouvez poser aussi des questions à tous. Juste nous l'indiquer, vous avez une zone pour nous poser vos questions, l'onglet « Questions et réponses » dans Zoom. On se chargera de relayer les questions aux candidats. Donc, n'oubliez pas de préciser si la question est destinée à un candidat en particulier ou si elle s'adresse à tous. Et donc, après cette période de questions, là, pour conclure, chaque candidat aura le droit à 60 secondes pour un mot de la fin. Sachez que donc l'activité d'aujourd'hui est diffusée en direct, mais elle sera aussi enregistrée et il sera possible de la revoir sur le site web de la chaire d'ici quelques jours. Et avant de me lancer lancer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les candidats qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. Je vais les présenter dans l'ordre alphabétique des partis. Alors d'abord, pour le Bloc québécois, nous avons Gabriel Sainte-Marie. Il est candidat dans Joliette-Manawan. Monsieur Sainte-Marie, qui est économiste, chercheur, enseignant, il représente la circonscription de Joliette depuis 2015. Il est le porte-parole du Bloc québécois en matière de finances et de Conseil du Trésor, mais aussi vice-président du comité permanent des finances. Il chapeaute les consultations prébudgétaires et il présente avant chaque budget les attentes et les demandes du Bloc québécois au ministre des Finances. Du côté du nouveau Parti démocratique, nous avons Raymond Côté, candidat dans Beauport-Limoilou. Il est diplômé de l'Université Laval. Il est impliqué à différents niveaux dans sa communauté et il a déjà été député du NPD dans le comté Beauport-Limoilou de 2011 à 2015. Et durant ce mandat-là, il a notamment été porte-parole en matière de petites entreprises et de tourisme de 2011 à 2012. Et il a aussi représenté son parti au comité des finances en 2013 et en 2015. Pour le Parti conservateur du Canada, nous avons Luc Berthold, candidat dans Mégantic, l'Érable, Laude-Binière. Monsieur Berthold a commencé sa carrière à la radio. Il l'a poursuivi en politique provinciale comme conseiller politique, attaché de presse, chef de cabinet. Il a ensuite été élu maire de Thetford Mines à 2 reprises et en 2015, il a fait le saut en politique fédérale où il est élu dans Mégantic, l'Érable. Il est réélu en 2019 et en 2021. Pour le Parti libéral du Canada, nous avons Carlos Letao, candidat dans Morel-Aurel-Fortin, qui est avec nous. Il est économiste, banquier et il a débuté sa vie politique en 2014 comme député libéral dans Robert Baldwin. Et pendant ce mandat-là, il a été ministre des Finances de 2014 à 2018. Il a été réélu en 2018 dans l'opposition, où il a notamment présidé la commission de l'administration publique avant de quitter la vie politique québécoise en 2022. Et enfin, en 2023 jusqu'à mars 2025, eh bien, il a siégé au conseil d'administration de la Banque du Canada. Et enfin, pour le Parti vert du Canada, nous avons Bisma Ansari, candidate dans LaSalle Aymar Verdun. Elle est diplômée de l'Université Concordia. Elle a eu une carrière de 20 ans axée sur la stratégie d'entreprise au sein d'une entreprise mondiale de produits de consommation. Elle a siégé aussi au conseil d'administration d'une entreprise locale et elle a été à la présidence d'une fondation locale dédiée aux jeunes et aux familles. Elle a également servi sa communauté à travers le mentorat et la promotion de pratiques commerciales durables. Alors voilà, on a présenté les différents candidats qui sont là avec nous aujourd'hui. On va se lancer dans le premier bloc. Alors, comme citoyen, comme citoyenne, évidemment, on élit nos gouvernements pour faire des choix et on les élit sur leurs priorités. Alors, il est important pour la population de connaître quels sont vos objectifs, quelles sont vos priorités, ce que vous allez mettre en place dès votre entrée au gouvernement, si c'est le cas, comme formation. Alors, je vous pose la question suivante. Quels sont les objectifs prioritaires qui sous-tendent les propositions de vos partis?
Quelles sont les priorités que vous allez mettre en place? Faites-nous en part dans les 2 minutes qui vous sont imparties. Je vais vous mentionner l'ordre dans lequel vous allez pouvoir présenter vos réponses. On entendra d'abord Luc Berthold, du Parti conservateur du Canada, Carlos Letao, du Parti libéral du Canada, Raymond Côté, du Nouveau Parti démocratique, Gabrielle Sainte-Marie, du Bloc québécois, et Bisma Ansari, du Parti vert. Rassurez-vous, je vous mentionnerai à chaque fois que ce sera votre tour. Alors, M. Berthold, on commence avec vous. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier la chaire de finances et de fiscalité publique de l'Université de Sherbrooke, particulièrement M. Luc Godbout et Suzanne Saint-Cerny pour l'organisation de cette table ronde. Merci beaucoup, Mme Pavlik, d'être avec nous aussi. Chers collègues, comme vous l'avez vu, je suis ni économiste, ni fiscaliste, mais plutôt un généraliste de la politique canadienne qui représente fièrement Mégantic-l'Érable, bientôt Lotbinière, depuis 2015. Pour le Parti conservateur, vous ne serez pas surpris, la santé financière économique du Canada passe par un changement de gouvernement à Ottawa. Bien que je sache que ce n'est pas très populaire en ce moment auprès des organisateurs de cette table ronde, Pierre Poilievre a fait de la baisse des taxes et des impôts sa priorité depuis son élection comme chef conservateur. Il le fait pour les Canadiens qui, après 10 ans de gouvernement libéral, font la ligne à des niveaux records dans les banques alimentaires, paient 2 fois plus pour se loger, pour se nourrir, et qui n'arrivent plus à boucler leur budget à la fin du mois. Rappelons qu'il y a 10 ans, l'inflation était à un niveau plancher, les taux d'intérêt étaient bas et le budget était équilibré. Cependant, malheureusement, après 10 ans de ce gouvernement, sous les conseils de M. Carney, le gouvernement Trudeau, l'inflation a atteint son plus haut niveau des 40 dernières années. La dette nationale a doublé. Le Canada a connu la pire croissance en 10 ans du PIB per capita de l'OCDE à 1,4 %. Et tout ça avant la mise en œuvre des tarifs de Donald Trump. Pierre Poilievre veut restaurer la promesse du Canada. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire couper les taxes et les impôts, relancer l'économie pour bâtir des logements, réparer le budget et rendre l'accès à la propriété de nouveau accessible pour les jeunes. On veut mettre le Canada en premier pour rétablir cette promesse du Canada. C'est quoi la promesse du Canada? C'est un pays où chaque personne qui travaille fort peut avoir une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire. On a dévoilé des plans ambitieux, détaillés, dont on va parler au cours de ce débat. J'ai très, très hâte d'échanger et de les communiquer avec vous. Merci beaucoup. Monsieur Letao. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur Godbout, Mme Pavlik. Alors, nous croyons que le monde a changé le 20 janvier 2025. Nous ne pouvons plus compter sur des relations mutuellement bénéfiques, que nous avions avec notre voisin, les États-Unis. Le voisin n'est plus fiable. Alors, cette relation étant changée et qui était basée sur une intégration de plus en plus poussée des deux économies, il faut qu'on se redirige quelque part d'autre. Il faut qu'on restructure, qu'on réforme, qu'on change, qu'on adapte l'économie canadienne. Et c'est à ça que nous allons c'est ça notre priorité. C'est ça ce que l'équipe Mark Carney va avoir comme priorité numéro 1, c'est-à-dire le repositionnement de l'économie canadienne, de chercher de nouveaux partenaires. Les États-Unis sont toujours les États-Unis. On ne change pas la géographie. Le voisin est toujours là. On va continuer à avoir des relations commerciales avec eux, mais on ne pourra plus compter sur une intégration croissante avec leur économie. On devra trouver de nouveaux marchés, trouver de nouveaux partenaires, surtout de nouveaux partenaires qui ont des valeurs similaires aux nôtres, puisque les valeurs qui sont présentement véhiculées aux États-Unis sont très différentes de nos valeurs canadiennes. Ça prend une véritable économie canadienne, un véritable marché unique canadien pour nous aider dans ce processus de transformation. Et nous allons aussi construire des maisons pour relancer l'économie, et parce qu'on a besoin aussi de ces maisons-là. Et nous allons aussi investir massivement dans la défense nationale. Merci beaucoup, M. Letao. Autour de Raymond Côté du Nouveau Parti démocratique. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'assister à ce débat qui est très, très important. D'entrée de jeu, le nouveau Parti démocratique face à la menace que représente l'administration de Donald Trump, là, qui est une administration d'agression carrément contre nous,
veut renforcer l'État canadien. Ce qui est très, très important, c'est qu'il faut sécuriser particulièrement les transferts aux provinces, aux individus, investir juste pour bâtir des infrastructures, entre autres du logement, mais aussi des infrastructures de transport. Évidemment, un des aspects dans cette campagne qui est dans un angle mort, pratiquement dans l'ombre, c'est la lutte au changement climatique. Et là, évidemment, investir massivement dans les infrastructures, les alternatives à l'automobile, c'est vraiment une priorité pour le nouveau Parti démocratique. Parce qu'il faut dire d'entrée de jeu que quand on parle de création de richesse, il ne faut jamais oublier que l'intervention de l'État est vraiment créateur de richesse. Et l'État canadien peut mobiliser une ressource particulièrement importante qui est largement négligée, comme l'a révélé le directeur parlementaire du budget dans une étude sur la concentration de richesse au Canada. Il indiquait qu'en 2019, 70 de la richesse nette chez les Canadiens, dans les familles canadiennes, était détenue par à peine 20 de ces familles-là. C'est un potentiel énorme à exploiter que le nouveau Parti démocratique va regarder exploiter en prenant le pouvoir. Évidemment, si la population nous donne ça, sinon en collaborant avec les autres partis pour aller chercher les moyens de vraiment se protéger et d'assurer aux gens une sécurité par rapport au péril qu'on vit actuellement. Monsieur Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois. Oui, merci. À la base, pour nous, les objectifs puis les priorités, c'est, dans notre ADN au Bloc, protéger les intérêts des Québécoises et des Québécois tout le temps, sans relâche, sans compromis. Ça inclut soutenir notre monde. Meilleur financement du système de santé, meilleur soutien aux aînés, tout le système industriel, donc les industries, les entreprises, les PME, les travailleuses, les travailleurs, dans le contexte actuel, par exemple, remettre en place une subvention salariale si la guerre commerciale implique des fermetures temporaires. Tout ça, c'est large. Au Bloc, on a présenté notre plateforme en début de campagne qui donne l'ensemble de notre vision. On est le seul parti à l'avoir fait. J'ai jamais vu ça dans aucune campagne que les grands partis ne dévoilent pas leur plateforme électorale. On est peu sur le contenu dans cette campagne-ci. Nous, on ne veut pas promettre des baisses d'impôts comme le font les deux principaux partis. On est en situation de crise. Crise économique, puis crise des services publics. Donc, en temps de crise, plutôt que de donner des cadeaux en promettant ça dans les élections, on veut stimuler l'économie, soulager les provinces, soutenir ceux et celles qui vont être frappés. Au niveau du déséquilibre fiscal, quand on dit soulager les provinces, on le sait, le taux d'intérêt que payent les provinces, le Québec et les provinces, est plus élevé que l'État central, que le fédéral. Nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est d'augmenter le transfert, le financement de la santé, comme le demande Québec, à un taux plus élevé pour effectuer un rattrapage jusqu'à temps que Ottawa contribue à la hauteur de ses moyens, c'est-à-dire 35 %. Ça renvoie au déséquilibre fiscal. On dénonce aussi les chèques qui sont envoyés. On a aboli la taxe carbone dans le reste du Canada, mais on n'a pas aboli le chèque à quelques jours des élections. C'est inacceptable. J'ai plein d'autres choses à dire. J'espère que j'aurai la chance dans un prochain bloc. Merci. Madame Ansari du Parti vert. Merci pour l'invitation et merci tout le monde pour être ici. L'économie canadienne est sous pression face aux défis mondiaux. Les tarifs sont notre plus grand enjeu en ce moment et pendant trop longtemps, nous avons permis aux puissances américaines d'utiliser nos ressources pour privilégier leurs profits. Il faut investir dans nos talents, nos industries et nos ressources. Le Parti vert propose des réserves stratégiques pour protéger la valeur de nos ressources naturelles. Il faut rester compétitif, développer notre innovation et investir pour que nos entreprises puissent résilier durant les périodes d'incertitude économique. Mais il faut aussi aborder les autres problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés. L'augmentation du coût de la vie, l'accessibilité au logement et agir pour le climat. Le Parti vert priorise les gens et la planète. En ce moment, nous passons à côté de millions de bons emplois dans les industries de l'avenir. Nous proposons un plan pour construire une économie qui fonctionne pour les gens et pas pour les pollueurs. Il faut des projets d'énergie propre qui créent des milliers d'emplois de qualité. Il faut un réseau électrique national pour connecter tout le Canada. Il faut des meilleurs transports en commun
dans toutes les villes. Le passage de l'énergie propre implique des grands changements. Nous ne laisserons personne de côté. Nous allons créer un revenu minimum garanti, des programmes de formation et des bons salaires pour protéger les gens face au changement. C'est ainsi que nous pouvons construire une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. Merci beaucoup. Donc, ça met bien la table. On va passer au deuxième bloc. Et dans ce bloc-là, je vous le rappelle, on va aborder les changements que chacun des partis propose à la fiscalité du Canada. Alors, on va vous demander, en fait, on va plonger dans les détails des modifications que vous proposez à la fiscalité. Par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme modification, comme réforme, comme changement au régime fiscal? Il y en a plusieurs qui, en fait, la plupart d'entre vous, si ce n'est un parti, proposez des baisses d'impôts. Expliquez-les-nous. On veut savoir aussi ce que vous proposez, par exemple, au niveau de l'exclusion de biens et de services du champ de la TPS. On veut aussi vous entendre relativement à votre position sur le taux d'inclusion du Canon Capital. Ce ne sont que des exemples. Alors, je vous mentionne l'ordre de parole ce tour-ci. Ce sera d'abord Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois, Bisma Ansari du Parti vert, Luc Berthold du Parti conservateur du Canada, Carlos Letao du Parti libéral et, pour terminer, Raymond Côté du Nouveau Parti démocratique. Alors, Monsieur Sainte-Marie, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Premier changement qu'on propose, c'est toute la politique environnementale des libéraux qui a été votée dans les derniers budgets. C'est subventionner les pétrolières pour qu'elles polluent moins. 83 milliards d'ici 2035. On enlève ça. En fait, tout ce qui va aux hydrocarbures, les soutenir, ce secteur qui fait plein de profits, qui ne fait pas sa part, on arrête ça. Ça permet d'aller chercher des ressources pour mieux les répartir. Aussi, la question des paradis fiscaux. Oui, il y a l'évasion fiscale, ce que dénonce M. Carney, mais il y a aussi l'évitement fiscal, ce que M. Carney a fait à la tête de Brookfield. C'est-à-dire, on fait des montages financiers, on s'arrange pour que les entreprises qui sont ici ne payent pas d'impôts en étant enregistrées dans les Bermudes. C'est immoral, ça doit changer. Le directeur parlementaire du budget n'a pas évalué cette mesure, mais le Tax Justice Network évalue ça à 9 milliards par année au Canada. Donc, il y a une bonne partie de ça qui peut servir à d'autres ressources. Toujours au sujet des paradis fiscaux, je dénonce le choix qu'a fait M. Carney de changer le siège de son entreprise de Toronto à New York en octobre dernier, juste avant le mois de janvier. Pourquoi? Parce que le Canada, comme les autres pays de l'OCDE, a choisi de mettre l'impôt minimum mondial pour arrêter de contourner les paradis fiscaux de 15 % alors qu'aux États-Unis, ça n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Donc, quelqu'un qui veut être premier ministre en disant « bien, je m'arrange pour que mon entreprise ne paye pas sa juste part d'impôt ici, qu'il n'y ait pas de justice fiscale », c'est inacceptable. Donc, ça, c'est un gros problème. Aussi, je voudrais revenir là, sur la question de la guerre commerciale. On dit qu'il faut chercher des nouveaux partenaires. Le fait qu'on ait aboli la taxe carbone, ça fait que l'Europe va nous pénaliser à partir du 1er janvier de l'année prochaine parce qu'il n'y a plus de système de tarification du carbone. C'est inacceptable, ça désavantage le Québec que son propre programme. Merci. Madame Ansari. Notre système fiscal est injuste. Les familles de travailleurs peinent à payer leurs factures. Les grandes entreprises dissimulent des milliards de profits et les grandes fortunes trouvent des moyens d'éviter de payer leur part. Le Parti vert propose l'imposition équitable au service de tous. Nous ferons en sorte que chacun contribue à construire l'avenir de notre pays. Le 20 % le plus riche détiennent plus de 2 tiers de la richesse au Canada. Et en même temps, plus d'1 tiers des Canadiens gagnent moins de 40 000 par année, à peine assez pour couvrir les bases. Notre première mesure pour réduire les inégalités est d'abolir l'impôt fédéral sur les revenus inférieurs à 40 000. Quand ces travailleurs gardent plus, ils peuvent payer leur essentiel. Le logement et la nourriture sans s'endetter. Ils dépensent dans leur quartier et l'économie locale tourne. Les grandes entreprises et les grandes fortunes ont des moyens pour éviter de payer leur juste part. Nous supprimerons les échappatoires pour qu'ils contribuent équitablement aux services que nous utilisons tous. Lorsque chacun paye sa juste part, nous pouvons construire un meilleur Canada. Un Canada où nous pouvons offrir des meilleurs services publics, nous pouvons avoir des communautés qui sont plus fortes
et nous pouvons protéger notre environnement pour nos enfants. Au tour de Luc Berthold du Parti conservateur du Canada. Merci beaucoup. Vous savez, après 10 ans de gouvernement Trudeau, conseillé par M. Carney, l'état des finances publiques, la fiscalité au pays est dans un état catastrophique. La dette a doublé. On a ajouté 500 milliards de dépenses inflationnistes au budget. On a ajouté 100 000 fonctionnaires, puis on donne de plus en plus d'argent aux sous-traitants. Donc, c'est le temps de reprendre la responsabilité, de reprendre le contrôle des finances publiques, de notre fiscalité, pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. Ceux et celles qui font la ligne dans les banques alimentaires, les jeunes qui n'arrivent pas à se trouver des logements, les jeunes qui font les files dans les banques alimentaires, les dames, les mères de famille, les grands-parents qui doivent faire des choix difficiles à l'épicerie. Et pour ça, il faut mettre plus d'argent dans leur poche. C'est pourquoi on va faire plusieurs mesures, dont effectivement couper les impôts de 15 % pour la première tranche d'imposition. On va également permettre aux personnes aînées de retirer, c'est-à-dire de bénéficier d'une exemption d'impôt sur 10 000 $ de plus, donc ils pourront gagner jusqu'à 34 000 $ sans être imposés au fédéral pour faire en sorte qu'ils aient les moyens de payer leurs factures à la fin du mois. On va également permettre aux aînés de conserver leur REER pour une période de 2 ans additionnels, abolir les 2 taxes carbone, abolir la TPS sur les maisons neuves de 1,3 million de dollars et moins, pour faire face aux tarifs de M. Trump, abolir la TPS sur les achats de voitures fabriquées au Canada. Et quelque chose qu'on doit absolument faire, c'est relancer notre économie et le relancer d'une manière massive pour qu'on devienne plus autonome, permettre des investissements au Canada. C'est pourquoi on propose d'abolir la taxe sur le gain en capital pour les gens qui vont réinvestir au Canada. Ça peut générer 12,5 milliards d'investissements au Canada dans un moment où on en a vraiment besoin pour relancer notre économie et permettre aux Canadiens et Canadiennes d'en avoir plus dans leur poche et aux investisseurs d'investir chez nous. Monsieur Letao du Parti libéral. Merci. En ce qui concerne la fiscalité et en ce qui concerne, enfin, toutes nos priorités, notre développement, il nous faut un État fort et un État audacieux. Spécifiquement en ce qui concerne... Ah, et juste mentionner aussi que le Canada détient toujours une cote de crédit AAA. Il y a seulement 5 ou 6 ou 7 pays au monde qui l'ont. Et le Canada est un de ceux-là. Donc, si les finances étaient en état si catastrophique, on aurait déjà perdu cette cote de crédit AAA et nous voulons la garder. Maintenant, pour ce qui est de la fiscalité, à 3 niveaux, si vous voulez. D'abord, bâtir ce qui se fait déjà depuis 5, 6, 7 ans. Et qu'est-ce qui se fait déjà depuis 5, 6, 7 ans? C'est une avancée vers un système qui est plus transparent, qui est plus efficace, et on le fait avec nos partenaires de l'OCDE. C'est après de longues discussions, c'est pas simple, avec l'OCDE dans le cadre du BEPS, par exemple, le Base Erosion Profit Switching. C'est dans ces cadres-là qu'on va continuer à avancer avec des règles internationales respectées par nos principaux partenaires. C'est comme ça qu'on mettra fin aux paradis fiscaux. Deuxièmement, la taxation des services numériques. Ça, on est assez loin de la fameuse taxe Netflix qu'on avait commencé, nous, au Québec, en 2016. On va aller, évidemment, beaucoup plus loin que ce que ça avance déjà dans cette direction. Au niveau fédéral, il y a déjà la DST, le Digital Services Tax. On veut aller plus loin, on veut maintenir, on veut réviser tout ça. Et aussi, une révision majeure de tous les programmes gouvernementaux, incluant la taxation, et juste mentionner que la taxe carbone pour les gros pollueurs existe toujours, est toujours en place et elle existera toujours. Merci beaucoup. Raymond Côté, du Nouveau Parti démocratique. Bon, merci. On va établir en partant que les baisses d'impôts, comme proposent les conservateurs et les libéraux, c'est de l'argent jeté à l'eau. C'est de l'argent qui va être immobilisé dans des lieux où il ne fructuera pas, il ne créera pas de richesse, il ne créera pas d'activité économique. La preuve en est dans le budget fédéral de 2016, à la page 295, où on parle des multiplicateurs de dépenses et multiplicateurs fiscaux. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en gros, le rendement
de l'argent public qui est investi, par exemple, pour la construction de logements ou investir dans les infrastructures est plusieurs fois plus profitable économiquement que les baisses d'impôts faites aux particuliers ou aux sociétés. Et ça, c'est particulièrement frappant. Puis ça s'explique très facilement. Évidemment, un Pierre-Carl Péladeau ou un Paul Desmarais Junior, les baisses d'impôts proposées par les deux partis, eux, ils vont en profiter pleinement, pendant que quelqu'un qui gagne 30 ou 40 000 $ par année va avoir une baisse d'impôts 2 à 3 fois moindre. Puis ça, on ne parle pas des centaines de milliers de retraités au Québec qui ne payent absolument pas d'impôts. L'autre aspect qui est très, très important, il y a une question d'injustice dans notre fiscalité. Notre fiscalité est beaucoup trop complexe. Quand je siégeais au comité des finances, on examinait un projet de loi qui ajoutait presque 1000 pages à la loi sur l'impôt et ça représentait à peine la moitié des mesures qui étaient en place qui n'étaient pas encore codifiées dans la loi. Et c'est un sondage qui date d'il y a plusieurs années, je ne me souviens pas quand, là. La réalité, c'est que les contribuables ne s'y retrouvent plus, même les experts ne s'y retrouvent plus, et c'est les 2/3 des gens qui actuellement font faire leur rapport d'impôt par quelqu'un d'autre parce qu'ils sont incapables de s'y retrouver, alors que la fiscalité devrait être beaucoup plus simple, ça devrait être un devoir abordable à tous. Merci beaucoup à tous les 5. Donc, c'est ce qui conclut ce deuxième bloc sur les changements à la fiscalité. Le troisième est relié, c'est celui sur la gestion budgétaire, les cadres financiers. Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne dispose d'aucun. Donc, on va vous demander de faire quand même preuve. On profite de votre présence pour vous demander de nous fournir le plus de détails possible. Alors, toutes ces mesures-là que vous avez présentées, vos priorités, les changements à la fiscalité, ça a une incidence sur le solde budgétaire de l'État. Alors, on veut savoir quel sera leur impact sur la situation budgétaire financière du Canada. J'aimerais donc vous entendre sur la faisabilité de vos propositions dans un horizon temporel de 5 ans, qui serait celui que vous auriez en tant que gouvernement. Alors, quelles sont vos positions relativement à l'équilibre budgétaire et en lien avec l'élaboration de l'ancrage budgétaire? Alors, avant de vous passer la parole, je vais la passer d'abord à Luc Godbout, qui est le titulaire de la chaire. Il va nous préciser certains éléments qui sont relatifs à la situation budgétaire actuelle du gouvernement fédéral. Parfait. Merci beaucoup, Clémence. Donc, je vole au panel quelques secondes avant que débute cette partie du débat là, sur la gestion budgétaire et les cadres financiers. À mes yeux, il est nécessaire que les partis politiques présentent l'effet de leur engagement sur les ressources financières de l'État. Donc, en présentant un cadre financier, j'en fais la promotion depuis de nombreuses années, même s'il s'agit d'un exercice extrêmement difficile à faire pour les partis politiques, ça reste quand même un exercice qui devrait être incontournable. Et là, comme Clémence l'a souligné, à moins de 2 semaines du vote, il n'y a aucun parti politique qui a présenté leur cadre financier jusqu'à maintenant. Donc, je présume que ça s'en vient. On aura l'occasion de vous entendre là-dessus. Mais je tiens à vous dire, les partis politiques, même si c'est un exercice difficile à faire, un cadre financier, ils disposent quand même d'un point de départ commun. Je vais vous présenter une seule diapo. Dans le fond, c'est ce que le directeur parlementaire a produit comme point de départ, donc c'est-à-dire les soldes budgétaires pour l'année en cours et les 5 années suivantes, tels que présentés par le directeur parlementaire du budget. Donc, vous pouvez voir en milliards qu'on a des déficits de 50 milliards pour l'année en cours qui vont réduire à 47 milliards pour l'année qui a débuté au 1er avril. Et vous voyez jusqu'à un peu plus de 26-27 milliards pour la dernière année de prévision. On a également l'importance du PIB en pourcentage au-dessous. Vous constatez donc qu'on ne retrouve pas l'équilibre budgétaire au cours des 5 années qui s'en viennent. Et j'ajouterais à ces données-là que le directeur parlementaire, ce qui n'a pas tenu compte dans ces déficits-là, c'est l'annulation de la hausse du taux d'inclusion du gain capital, donc qui va procurer un déficit additionnel entre 3 à 5 milliards donc annuellement, et qui ne tient pas compte des impacts négatifs des tarifs douaniers additionnels. On peut donc considérer ces chiffres-là comme une borne optimiste. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on voit ça, je pense quand même que les cadres financiers sont importants. Ils sont importants parce que pour les partis politiques, ça les oblige à chiffrer leurs promesses, à dire voici le nouveau programme, voici le nouvel impôt, voici la baisse d'impôt et comment on va financer ça et comment ça va s'insérer dans le cadre financier du gouvernement.
Puis pour l'électeur, bien, le cadre financier, ça lui permet d'y voir plus clair sur le cumul des promesses et de comprendre également là, à quoi ressemblera les soldes budgétaires du futur gouvernement là, qui sera appelé à diriger dans le fond, c'est ça, le gouvernement. On comprend bien qu'un cadre financier, c'est pas une lecture facile pour le commun des mortels. Donc, on n'a pas la prétention que ça va sur la table de chevet, que les gens lisent ça dans la joie et l'allégresse, mais ça ajoute de la transparence, notamment parce que ça donne aux experts ou ça donne aux journalistes de la matière première pour commenter ce que les partis promettent. Donc, je terminerai mon allocution ici en disant quelques réflexions, donc quelques interrogations que vous devriez avoir au moment où vous allez prendre la parole. Donc, de quelle manière les engagements que vous avez faits vont s'intégrer, comment ils se financeront, comment ils vont s'intégrer dans le solde budgétaire que j'ai présenté, et est-ce que les déficits seront plus grands avec vos promesses qu'en l'absence de promesses, avec ce que le directeur parlementaire avait fait, et est-ce qu'il devrait y avoir des ancrages additionnels pour forcer le gouvernement à retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, évidemment, j'ai hâte de vous entendre là-dessus et je vous laisserai évidemment l'occasion de confirmer s'il y aura des cadres financiers de présenter ou non. Et sur ces commentaires-là, je redonne la parole à Clémence. Merci, Luc. Alors, je vais vous mentionner l'ordre. Je vous rappelle aussi que vous avez donc toujours 2 minutes. Vous pouvez réagir vraiment à la position des autres partis ou présenter votre plateforme. Alors, l'ordre, cette fois-ci, est le suivant. Ce sera d'abord Carlos Letao, du Parti libéral du Canada, suivi de Raymond Côté, du Nouveau Parti démocratique, de Bisma Ansari, du Parti vert, de Luc Berthold, du Parti conservateur et de Gabriel Sainte-Marie, du Bloc québécois. Alors, M. Letao, vous avez 2 minutes. Merci. Ce sera difficile de réagir, mais ça va. C'est comme ça. Tout d'abord, pour répondre à la question de M. Godbout, alors notre cadre financier sera rendu public cette semaine avant le BVA. Donc, dans les jours qui vont venir, il sera rendu public et toute l'information sera là. Entre-temps, ce que je peux vous dire, comme je ne veux pas voler le punch non plus, parce que voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme j'ai dit tantôt, le Canada a toujours une cote de crédit AAA et nous voulons maintenir cette cote de crédit AAA. Nous savons très bien, pour maintenir cette cote de crédit AAA, il faut démontrer que nous sommes sérieux dans ce qui concerne la gestion des finances publiques et que nous sommes sérieux en ce qui concerne de réduire les déficits qui sont projetés et qui vont probablement augmenter parce que le point de départ un déficit plus élevé et d'ailleurs l'économie risque de passer par une période assez complexe cette année. Ce que nous proposons de faire, c'est d'équilibrer sur quelques années le budget opérationnel. Donc les dépenses récurrentes doivent être financées par les revenus récurrents et cela va arriver au cours des quelques années qui vont suivre. Par contre, comme j'avais aussi mentionné, nous allons investir massivement en infrastructure, investir massivement dans la construction de logements, investir massivement dans une véritable politique industrielle pour être capable d'accompagner l'économie canadienne dans cette transformation qui est tout à fait nécessaire. Dans le processus d'équilibrer le budget opérationnel, nous allons maintenir les transferts aux provinces et nous allons maintenir les transferts aux individus. Par la suite, évidemment, nous allons ralentir massivement le rythme de croissance des autres dépenses parce qu'à 9% par année, ce n'est pas soutenable à long terme. Merci beaucoup. Raymond Côté, du Nouveau Parti démocratique. Merci. On va dire d'entrée de jeu que la dette fédérale actuellement canadienne n'est pas insoutenable. Ce n'est pas une dette qui est dramatique, en tout cas pas en comparaison avec la dette fédérale aux États-Unis. Puis excusez-moi, là, je vais lancer la boutade. C'est un argument massu pour ne pas devenir le 51e État, parce que les États-Unis se doivent le cul. Excusez l'expression. Alors, donc, à partir de là, du côté du Nouveau Parti démocratique, on va se baser sur notre tradition d'équilibre des budgets qu'on a démontré. C'est une étude du ministère des Finances du Canada qui date d'il y a 10-12 ans, je pense.
de mémoire, c'était 46 des budgets néo-démocrates qui étaient équilibrés. Et ça, on l'a vu justement dans l'histoire des gouvernements néo-démocrates un peu partout au pays. Je pense entre autres au gouvernement néo-démocrate en Saskatchewan de Roy Romano. Roy Romano, d'ailleurs, en entrevue, qui avait expliqué le fait qu'il avait équilibré le budget parce qu'un vrai néo-démocrate déteste dépendre de son banquier. C'était une belle boutade que j'ai un grand plaisir à placer ici. Ceci étant, je le dis puis je le répète, il va falloir doter l'État canadien des moyens, justement, pour intervenir. Premièrement, justement, l'endettement massif de l'État fédéral aux États-Unis doit être un sujet d'inquiétude, sans compter la récession qui s'en vient. Donc, c'est vraiment pas le temps, je le dis, puis je le répète, de baisser les impôts. Il faut se donner, au contraire, les moyens de faire face à la tempête qui s'annonce et de protéger nos gens. Et le meilleur moyen de les protéger, c'est de mobiliser ces moyens pour mettre en place des activités économiques sur l'initiative de l'État, comme justement bâtir directement des infrastructures en collaboration avec les provinces et les municipalités. Bisma Ansari, du Parti vert. Donc, nous avons des grands objectifs qui placent les gens et la planète en premier plan. Nous comprenons que le plan doit en même temps être viable pour une économie forte et un budget équilibré. Okay. Le Parti vert, on n'a pas encore le budget total, mais on est le premier à soumettre les éléments clés de notre budget, déjà au bureau du directeur parlementaire, en mettant l'accent sur les nouvelles sources de revenus. Par exemple, le Canada dépense entre 10 et 16 milliards de dollars par année en subventions pour les combustibles fossiles. Cet argent peut être réinvesti pour financer l'enseignement postsecondaire ou pour financer la transition énergétique. Un autre exemple, la mise en place de l'impôt sur la fortune pourrait permettre de financer plus de 20 milliards de dollars par année. Cet argent peut être réinvesti pour financer le revenu minimum garanti pour les Canadiens qui ne peuvent pas payer leur loyer et la nourriture compte tenu de l'augmentation du coût de la vie. Notre plan budgétaire est flexible sur le plan financier, équilibré sur le plan déficit et résilient grâce à un budget de réserve pour soutenir les Canadiens en cas de récession économique. Le Parti vert donne la priorité à un budget qui soutient les Canadiens aujourd'hui et aussi protège une économie saine pour nos générations à venir. Merci beaucoup. Luc Berthold du Parti conservateur du Canada. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir répondre et réagir à certains propos qui ont été donnés, notamment par M. Leitao, dont le dernier cadre financier avait une petite marge d'erreur de 16 milliards de dollars quand il était au gouvernement du Québec. Je vais le rappeler parce que c'est ça que ça vaut, le cadre financier libéral. Je rappelle une autre promesse des libéraux en 2015. On va faire des petits déficits. On va être de retour à l'équilibre budgétaire après 4 ans. Donc, les paroles libérales s'envolent, mais les déficits restent. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. M. Carney et son expérience on se fait à lui également. Pendant qu'il était à la Banque du Canada, il a augmenté le personnel de 50 %. La Banque de Grande-Bretagne, il a triplé les coûts d'opération, il a triplé le nombre d'employés. Donc, encore une fois, on fait des belles paroles. Puis là, on invente des nouveaux mots. Maintenant, on va avoir un budget opérationnel. Il n'y aura pas de déficit dans un budget opérationnel, mais on va investir massivement. Donc, M. Carney va faire comme un banquier, va prendre les chiffres, il va faire ce qu'il veut avec pour essayer de démontrer qu'il fait une bonne job. Mais dans le fond, ça reste la même équipe libérale parce que M. Carney était là pour conseiller M. Trudeau au cours des dernières années. Et par ailleurs, concernant l'affirmation de mon collègue du NPD qui dit que les baisses d'impôts, c'est de l'argent jeté à l'eau, allez dire ça aux mères de famille qui n'arrivent pas à payer leurs factures à la fin du mois. Je trouve ça totalement ridicule de dire ça. Pour parler du cadre financier, je peux vous dire que M. Poilievre, à chaque annonce où il y a des nouveaux investissements, il annonce où il va prendre l'argent. À chaque fois qu'il a fait une nouvelle annonce, il l'a fait depuis le début de la campagne. Exemple, sous le gouvernement Trudeau-Carney, le nombre de fonctionnaires fédéraux a augmenté de 100 000. Nous réduirons ce nombre en nous servant de l'attrition qui va se produire. Sous le gouvernement Trudeau-Carney, le recours à des sous-traitants a doublé pour atteindre 20 milliards de dollars. On va couper dans le recours à des sous-traitants pour faire le travail par la fonction publique canadienne. On va réduire l'aide étrangère et les réinvestissements massifs dans l'économie canadienne vont générer plus de revenus pour l'État. Je pense qu'on a donné des pistes, on sait où on s'en va, mais on ne peut pas continuer comme on le fait. Un gouvernement libéral appuyé par le NPD qui a fait pour 500 milliards de dépenses inflationnistes, mais ça coûte cher, puis ça coûte cher à tous les Canadiens et Canadiennes. Pour terminer, M. Sainte-Marie du Bloc québécois. Oui, merci.
Nous allons présenter notre cadre financier dans les prochains jours. On a accumulé un peu de retard. On attend des précisions du directeur parlementaire du budget qui lui-même, aux dernières nouvelles, attend après des données du ministère des Finances. On part de la base présentée sur 5 ans du directeur parlementaire du budget. On n'arrive pas à résorber le déficit dans ce qu'on propose, dans ce qu'on va proposer qui sera présenté dans les prochains jours. Toutefois, chacune des nouvelles mesures qu'on présente est plus que compensée par les revenus additionnels qu'on va chercher. Donc, ce qu'on va proposer dans notre cadre améliore la situation par rapport au scénario de base, mais évidemment, on reste avec une grande incertitude avec ce qui se passe avec la guerre commerciale de nos voisins américains. Un autre élément important, on améliore la situation fiscale du Québec avec notre cadre financier parce qu'on veut contribuer à résorber le déséquilibre fiscal en augmentant davantage le financement de la santé. Quand on dit qu'on maintient le transfert en santé, bien, est-ce que ça va être 3 %? Est-ce que ça va être 5 %? Est-ce que ça va être la formule actuelle? Même ça, à terme, avec le vieillissement de la population, c'est insuffisant. Donc, c'est quelque chose qui nous inquiète. J'ai été ravi d'entendre que le Parti libéral va présenter son cadre financier parce que, avec la situation actuelle, 50 quelques milliards pour cette année de déficit, avec les baisses d'impôts, avec l'abolition du gain en capital, puis avec l'engagement d'augmenter les dépenses militaires à 2 % du PIB, tout en équilibrant le tout en 3 ans. Ah, mais là, c'est le budget opérationnel. J'ai hâte de voir l'autre enveloppe. J'ai bien hâte de voir faire ça. Donc, d'un gestionnaire des hautes sphères, M. Carney, bien, on dirait qu'il s'est rapidement transformé en vieux politicien libéral. Il sait comment ça fonctionne. D'ailleurs, à ce sujet, j'attends impatiemment qu'il dévoile ses avoirs financiers à lui pour voir si les politiques qu'il met en place dès maintenant, ça contribue à son enrichissement personnel. C'est inacceptable que ça ne soit pas fait jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer au 4e bloc. J'aimerais juste vous rappeler, avant qu'on va bientôt en arriver aussi à la période de questions. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez nous les transmettre dans la boîte prévue à cet effet. Questions-réponses dans votre fenêtre Zoom. On se fera porte-parole de vos questions. Pour le moment, on a déjà reçu quelques-unes. Merci. Alors, pour le moment, on va donc passer au 4e bloc, celui où nous avons déjà préparé des questions pour chacun des candidats. Je vous rappelle que cette fois-ci, vous n'avez plus qu'1 minute pour répondre chacun aux questions qui vous sont adressées. Alors, l'ordre, cette fois-ci, sera le suivant. D'abord, Mme Bisma Ansari du Parti vert, ensuite Luc Berthold du Parti conservateur du Canada, Gabrielle Sainte-Marie du Bloc québécois, Raymond Côté du Nouveau Parti démocratique et Carlos Letao du Parti libéral du Canada. Alors, Mme Ansari, votre parti ne propose pas de rétablir la taxe carbone qui a été abolie par le gouvernement libéral. Certes, c'est une mesure qui est très peu populaire auprès de l'électorat, mais ça reste quand même une mesure qui est soutenue par plusieurs experts pour changer les comportements. Alors, d'abord, pourquoi n'êtes-vous pas en faveur de cette mesure-là et quelle est l'alternative, selon vous, pour essayer de changer les comportements? Je pense, pour la fiscalité et le taxe qu'on parle, on pense qu'il faut taxer plus les organisations qui polluent. Il faut les entreprises qui sont dans les industries qui polluent, il faut les augmenter. La taxe carbone, c'est aussi important que les gens de tous les jours, les gens qui font des faibles moyens, ils ont pas, on ne veut pas qu'ils payent plus de taxes. Il faut qu'on enlève les taxes des gens de tous les jours, puis on augmente les taxes des gens qui sont des compagnies et les grandes fortunes. Parfait. Merci. Monsieur Berthold, du Parti conservateur, votre parti estime que pour chaque dollar dépensé, il doit y avoir $1 d'économie qui doit être fait. Vous avez fait des promesses très onéreuses, notamment en termes de baisse d'impôts, le double de celles des libéraux. Où est-ce que vous allez faire des économies? Comment est-ce que vous allez couper? Et avez-vous l'intention de retourner à l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines années? Bien, je suis content que vous me reposiez la question parce que j'ai donné, moi, des pistes de cadre financier déjà. J'ai déjà indiqué dans ma réponse précédente où on allait trouver des sous pour être capable, justement, de financer. Par exemple, l'attrition au niveau des fonctionnaires. Le gouvernement libéral a ajouté 100 000 nouveaux fonctionnaires. Il a doublé
l'argent qu'on donne aux consultants. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 milliards de dollars par année à 20 milliards de dollars par année pour les consultants externes, tout en augmentant le nombre de fonctionnaires. Donc ça, c'est une place très précise où on va avoir des sommes à récupérer récurrentes pour être capable de financer ces promesses-là. La règle du dollar pour dollar, ça va forcer les ministres à être créatifs et à faire en sorte de ne pas proposer des nouveaux programmes qui sont dispendieux puis qui créent de l'inflation. Le gouvernement libéral de M. Trudeau-Carney, aidé du NPD, ont fait plus de 500 milliards de dépenses en nouveaux programmes, en dépenses inflationnistes au cours des 10 dernières années. Il faut mettre un terme à ça. Et comment on le fait? Bien, c'est en forçant les ministres à cette règle-là, en les soumettant à cette règle de chaque nouveau programme devra être financé par des économies équivalentes au sein de la fonction publique. Je me permets une courte relance, mais est-ce que ça va permettre aussi de résorber le déficit actuel? Si on arrête de créer des nouveaux programmes, mathématiquement, ça va coûter moins cher d'année en année à l'État, effectivement. D'accord. Monsieur Sainte-Marie du Bloc québécois, on a entendu votre collègue Jean-Daniel Garon au débat d'une économie la semaine dernière dire que s'il y a un parti présentement qui propose un retour à l'équilibre budgétaire, ce ne serait pas crédible dans un horizon de 5 ans. Alors, vous n'allez pas former le prochain gouvernement, mais vos engagements, vos priorités que vous présentez nécessitent quand même des dépenses supplémentaires. Par exemple, qu'on pense aux transferts fédéraux en santé plus importants que vous réclamez ou encore à la bonification de la pension de sécurité vieillesse pour les 65-74 ans. Alors, si un gouvernement devait aller de l'avant avec les propositions que vous mettez de l'avant, comment est-ce qu'on pourrait les financer? Oui, merci. Premièrement, c'est Jean-Denis Garon, mon collègue et ami de Mirabel. Les propositions de baisse d'impôts des libéraux, c'est 2 fois le coût de l'augmentation de la pension de la sécurité de vieillesse. Plus tôt dans le débat, j'ai parlé des 83 milliards qui vont essentiellement aux industries fossiles en subvention. Ça, évidemment, on enlève ça. On n'a pas à les payer. Elles doivent prendre sur leurs épaules les changements. Même chose pour l'évitement fiscal. Ça va être difficile de retourner à l'équilibre budgétaire parce qu'on est dans un contexte de crise. Comme je le disais, avec la guerre tarifaire, ça, c'est une chose, puis aussi des infrastructures. Puis le grand oublié de la présente élection, c'est l'environnement. La question environnementale est oubliée. Puis il n'y a aucun parti qui parle de mettre en place un fonds pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ça prend des efforts pour réduire l'émission des gaz à effet de serre, mais aussi, ça va coûter une fortune en termes d'infrastructures, ce qui a les besoins qui s'en viennent pour l'adaptation. Merci. Merci beaucoup. Et désolée d'avoir rebaptisé votre collègue. Alors maintenant, Raymond Côté, du nouveau Parti démocratique. Vous, votre parti, vous proposez de doubler le taux d'imposition pour les grandes entreprises de 15 à 28 Ça ne toucherait pas les petites et les moyennes entreprises, mais quand même dans le contexte actuel de la guerre tarifaire, où on essaye de garder nos entreprises chez nous plutôt que de les voir partir au sud de la frontière. Est-ce que vous pensez que cette mesure, ne pensez-vous pas que cette mesure risque en fait de nuire à la compétitivité de notre économie? Ah non, pas du tout. Écoutez, vous me rappelez un souvenir du Comité des finances quand un de nos témoins avait parlé des élus du Congrès des États-Unis qui considéraient le Canada comme étant un paradis fiscal, étant donné la fiscalité pour les grandes entreprises terriblement permissive. C'est d'ailleurs un gros problème pour nos petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises soient aussi peu imposées. Alors, ça fait partie justement de la mobilisation des moyens pour sécuriser le contexte actuel et faire face à la prochaine récession. Et je vais en profiter, vu que j'ai encore un petit peu de temps, pour répliquer à M. Berthold, parce qu'il m'a beaucoup amusé avec la question justement des baisses d'impôts pour une mère de famille monoparentale. Vous savez, en 1995, le premier palier d'imposition provinciale était à 20 %. Maintenant, il est à 14 %. Moi, je gagne 50 000 par année comme fonctionnaire provincial, puis je n'ai pas l'impression de mieux vivre avec 6 points de pourcentage de moins maintenant au palier provincial. Mais vous en proposez aussi des baisses d'impôts? On parle d'hausser l'exemption de base, en effet, ce qui est quand même plus juste, mais c'est vrai que les milliardaires vont en profiter aussi. Oui, ça fera des économies peut-être plutôt que des baisses. Ça va exclure des milliers de personnes, des petits salariés puis des retraités qui ne paieront plus d'impôts avec notre proposition, en effet. Merci. Monsieur Letao, du Parti libéral, votre parti promet d'équilibrer le budget des opérations d'ici 3 ans. Et dans le même temps, vous vous privez quand même de beaucoup de revenus avec la baisse d'impôts. Vous promettez davantage de dépenses en défense.
Est-ce que c'est réaliste de penser y arriver en 3 ans sans couper drastiquement dans les services publics, les programmes sociaux, les transferts aux provinces? Bon, les dépenses opérationnelles, appelons-les comme ça, du gouvernement fédéral, la plupart, ce sont des transferts aux individus et des transferts aux personnes. Et on a déjà dit qu'on va maintenir ces transferts-là. Le reste des dépenses, là, on va faire un effort considérable pour non seulement contenir leur croissance, mais de chercher des revenus, des liquidités additionnelles. Ce qui est aussi important de constater, c'est que les dépenses en infrastructure, les dépenses de capital, elles vont être capitalisées à plus long terme, donc elles ne rentrent pas toutes dans les dépenses du jour, disons-le comme ça. Mais on va procéder à une réforme, à une revue profonde de tous les programmes. Nous pensons que l'État fédéral peut et doit être beaucoup plus efficace que ce qu'il est jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à tous les 5. Donc là, on va passer désormais à la période de questions du public. On en a déjà reçu plusieurs. N'hésitez pas surtout à continuer d'en envoyer. Alors, cette fois-ci, vous avez c'est à un parti de répondre. Vous avez 1 minute. Quand on demande à tous les candidats de répondre, c'est 30 secondes chacun. Alors, je vais vous préciser à chaque fois à qui s'adresse la question. La première qu'on a sur la liste, c'est pour M. Berthold, du Parti conservateur du Canada. Alors, ça va comme suit. Vous parlez depuis longtemps de l'élimination de la taxe carbone. C'est en bonne partie déjà chose faite. Alors, quelle serait l'alternative pour le Parti conservateur? Donner le feu vert au projet vert. Je pense que la technologie peut faire en sorte d'aider grandement la transition énergétique et faire en sorte qu'on puisse passer à une nouvelle économie. On doit faire du Canada une forteresse économique, une forteresse énergétique également. On doit combler les besoins d'autres pays, notamment en exploitant davantage nos ressources, le gaz naturel, et en l'exportant des pays qui en ont besoin. Malheureusement, le gouvernement de M. Trudeau a dit non quand plusieurs pays ont cogné à la porte du Canada pour remplacer le gaz naturel russe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont encore recours au charbon, ce qu'on veut remplacer justement pour avoir un réel effet sur les changements climatiques, avec un gaz naturel propre qui viendrait au Canada. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un corridor énergétique qui va servir aux énergies propres, à l'électricité, au transport du gaz naturel, pour que le Canada puisse jouer un rôle majeur sur la scène mondiale en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je peux-tu répondre? On a-tu le droit à une réplique? Allez-y, 30 secondes. Oui, merci. Je suis vraiment, vraiment très inquiet. En même temps, M. Berthold dit on va en faire plus pour l'environnement. Comment? En faisant plus d'exploitation d'hydrocarbures. Ça ne fonctionne pas du tout. Puis je rappelle, là, juste avec l'abolition de la taxe carbone, ça menace la diversification de nos partenaires économiques. Ça va nuire au Québec parce que l'Europe va mettre des tarifs supplémentaires. Il faut que Ottawa mette en place un système de tarification du carbone, quel qu'il soit, et ça presse. Merci beaucoup. On va passer. Désolée, je sais que tout le monde aimerait réagir, mais on a plusieurs questions qu'on voudrait passer. Alors, la deuxième, elle s'adresse à tous. Vous avez chacun 30 secondes pour y répondre, donc soyez succincts. Votre mesure la plus importante pour l'abordabilité du logement. Commençons dans l'ordre avec Mme Ansari. Je pense que le plus important pour nous, c'est introduire le minimum revenu garanti pour les Canadiens. Donc, tout le monde qui, en ce moment, est payé moins de 40 000, on veut enlever les impôts fédéraux et on veut vraiment amener cette idée de minimum garanti revenu pour que tout le monde puisse vraiment avoir des logements abordables et la nourriture, les choses de base. Merci. Monsieur Letao? La construction massive de logements. Parce que c'est un des facteurs qui rend la ville, le coût de la ville le plus élevé. Et oui, l'État fédéral serait directement impliqué dans la construction de maisons hors marché, mais aussi avec le secteur privé des maisons dans le marché. Donc la construction massive de maisons. C'est une question d'offre, tout à fait, Merci. qui manque. Monsieur Berthold?
Réduire le TPS sur les maisons neuves de moins de 1,3 million de dollars, ça peut donner jusqu'à 100 000 dollars aux nouvelles familles pour pouvoir s'acheter une maison. Les jeunes Canadiens ont oublié le rêve de devenir propriétaires. On veut également contribuer puis aider les municipalités à réduire la paperasse, les délais de construction des résidences. J'étais dans une entreprise cette semaine qui livre des composantes pour des maisons et malheureusement, à cause des délais administratifs, cette personne-là a dû congédier des gens parce qu'elle ne peut pas livrer ses marchandises à Montréal où il y a trop de délais. Donc, on va appuyer les municipalités dans la réduction de la paperasse pour faire en sorte qu'ils se construisent des logements plus rapidement par le secteur Merci privé. beaucoup. Monsieur Côté. Oui, un des aspects qu'on veut utiliser pour augmenter l'offre de logement, c'est d'utiliser des terrains fédéraux pour bâtir justement des logements, surtout des logements hors marché. Parce qu'un des gros problèmes, c'est pour ça que j'ai cité l'étude du directeur parlementaire du budget, c'est que le marché immobilier est devenu un véhicule d'investissement, ce qui a entraîné la spirale inflationniste qu'on a connue. Et il faut vraiment sortir des appartements de ce marché libre-là parce que c'est une malédiction pour les gens. Merci beaucoup. Monsieur Sainte-Marie. Il y a tout plein d'argent voté par le fédéral qui n'est pas encore sur le terrain au Québec à cause des ententes de transfert puis la bureaucratie. Donc, nous, on se fait le porte-parole de l'Assemblée nationale, transférer immédiatement, sans condition, l'argent. On augmente beaucoup l'efficacité à ce moment-là. Aussi, qu'il y ait un meilleur arrimage entre les programmes du fédéral puis la réalité au Québec. C'est pas la même réalité, Montréal, les banlieues, puis Toronto ou Vancouver. Fait que souvent, les programmes sont mal dessinés. Puis aussi, revoir la définition de logement abordable. Ça prend du logement social qui soit réellement abordable. Merci. Merci beaucoup. Comme troisième question, pour le Parti conservateur et pour le Parti libéral, vous avez dit que vous n'iriez pas de l'avant avec la hausse du taux d'inclusion des gains en capital. Allez-vous laisser en place la bonification de l'exonération cumulative des gains en capital et l'incitatif aux entrepreneurs canadiens? Monsieur Létao. Bon, nous allons revenir à la situation qui prévalait avant l'annonce par la ministre des Finances dans la mise à jour de l'automne d'augmenter le taux d'inclusion. Donc, on revient là où on était avant. Et par la suite, comme j'avais mentionné aussi, nous allons procéder à une révision exhaustive de tous les programmes fédéraux, ce qui inclut aussi la fiscalité, ce qui inclut aussi la façon d'imposer. Notre objectif, c'est de stimuler l'investissement public et aussi, bien sûr, l'investissement privé. Merci beaucoup. J'aurais dû préciser 30 secondes, donc pour vous, M. Bertel. Merci beaucoup. Écoutez, c'est incroyable les montagnes russes à lesquelles les libéraux ont forcé les gens quand ils ont fait l'annonce de cette hausse de la taxe sur le gain en capital. Des gens qui ont été forcés de vendre, de se départir de leurs actifs pour par la suite revenir au point de départ. Des gens qui ont littéralement perdu leur petite entreprise parce qu'ils voulaient tout de suite éviter cette hausse de la taxe sur le gain en capital. Donc, c'est de l'improvisation de A à Z de la part des libéraux. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se servir de cette taxe sur le gain en capital pour réinvestir massivement au Canada. Donc, on va abolir la taxe sur le gain en capital pour les réinvestissements au Canada, ce qui va permettre aux gens de vendre une bâtisse abandonnée pour réinvestir dans des logements, par exemple. On prévoit que ça va être 12,5 milliards de dollars qui pourront ainsi être réinvestis dans l'économie canadienne. Merci. La quatrième question pour le Bloc s'adresse au Bloc québécois, au Nouveau Parti démocratique et au Parti vert. Donc, on ira dans cet ordre-là. Quel est l'avis de ces partis sur la mesure en lien avec le taux d'inclusion des gains en capital? Donc, d'abord, le Bloc québécois. Il y a la question de la répartition des revenus, il y a la question de la répartition du patrimoine. Avec l'explosion de la valeur de l'immobilier, il est de plus en plus difficile pour les jeunes d'accéder à un patrimoine en logement et la mobilité au niveau du patrimoine pose de grandes questions. Donc, on est en faveur du principe d'avoir un taux d'inclusion plus élevé, mais c'est de la façon dont c'est fait. Visons les millionnaires, les milliardaires, pas les gens de la classe moyenne qui ont choisi d'investir leur fonds de retraite dans un plex. Merci. Monsieur Côté. Bien, écoutez, en partant, le gain en capital, ce qui est absurde là, de maintenir l'exemption à 50 %, c'est que quelqu'un qui fait un gain en capital d'1 million de dollars, bien, il y en a 500 000 seulement qui est imposé. Pendant ce temps-là, moi, mon salaire de 50 000, bien, j'ai les 2/3 sur lesquels je paye un impôt. Donc, il y a une iniquité qui est tout à fait évidente. Puis, je suis bien désolé, enfin, on pourra me corriger, mais il me semble que dans ma jeunesse, je révèle mon âge, c'était même les 3/4 qui étaient imposés, puis la Terre continue à tourner quand même, là.
Madame Ansari. Oui. Donc oui, je pense, comme tous les autres points, le Parti vert est ici pour avoir plus d'égalité, d'équité. Donc, ceux qui sont plus fortunés, les gains de capital qui sont plus grands devraient être taxés plus haut. Puis ceux qui sont de faibles et plus petits moyens, ça devrait être plus bas pour être sûr qu'on a plus d'équité à travers le Canada, puis faire un Canada sain pour tout le monde. Merci. La 5e question, elle s'adresse à tous, donc vous avez chacun 30 secondes. Le Canada constitue l'une des législations les plus opaques en matière de déclaration des activités fiscales et financières des sociétés. À l'exception du cas des sociétés cotées en bourse au Canada, les sociétés sont soumises à des exigences de déclaration très faibles qui privent le public d'informations quant aux impôts effectivement payés par ces sociétés. Si votre parti forme le prochain gouvernement, quelles mesures déploiera-t-il afin que le public canadien soit mieux informé des activités fiscales et financières menées par les multinationales au pays, un élément clé de la lutte pour la justice fiscale. On va commencer avec M. Sainte-Marie. Oui. On n'est pas capable de calculer le taux d'impôt effectif de Brookfield qui était géré par M. Carney. Il faut être à l'interne pour avoir l'ensemble des données. Fait que c'est un gros problème. Il faut augmenter la transparence. Ottawa, en suivant Québec, a fait un bon pas en montrant qui est le bénéficiaire réel des sociétés au Canada. Il faut que cette mesure-là soit élargie pour l'ensemble de la planète. Ça prend de la transparence. Sinon, ça profite aux fraudeurs, aux gens malhonnêtes et aussi au crime organisé. Il faut faire beaucoup plus. Merci. Monsieur Côté. C'est évident. Je rejoins M. Sainte-Marie là-dessus. Moi, je réponds pour le registraire des entreprises dans mon travail réel à Service Québec. Et l'obligation de déclarer les bénéficiaires ultimes sous la législation provinciale, c'est un gain très important en termes de transparence. Mais il va falloir aller aussi plus loin parce qu'on ne se le cachera pas, la loi sur l'impôt est truffée de multitudes de mesures qui sont pas mal plus clientélistes qu'efficaces économiquement pour supposément favoriser l'investissement puis l'activité des entreprises. Merci. Monsieur Berthold. Merci beaucoup. L'exemple vient de haut et je pense qu'on a une occasion unique à saisir en ce moment. On a quelqu'un qui se présente, qui veut être élu premier ministre du Canada, qui a été nommé premier ministre du Canada, qui refuse de divulguer ses actifs. On sait que ces entreprises ont investi dans des fonds d'investissement aux Bermudes, 2 fonds d'investissement, un aux îles Caïmans. Et l'excuse, la salade de mots qu'on nous sert pour justifier ça, c'est de dire, bien, ça profite, nous, on ne paye pas d'impôts, mais ça profite aux Canadiens, aux Canadiennes qui, eux, paient leurs impôts. Donc, je trouve que c'est totalement injuste et on doit mettre en place une loi sur l'imputabilité, excusez, le mot m'a accroché, 2.0, pour faire en sorte que tout le monde soit responsable et doit vous rendre des comptes à la population. Merci. Monsieur Létao. Bon, je pense qu'on prête beaucoup d'attention ici, là, mais juste pour clarifier en ce qui concerne M. Carney, parce que je trouve ça vraiment inacceptable, c'est un fonds d'investissement qui a été enregistré dans les îles Caïmans, et donc ce sont les participants dans ce fonds-là qui peuvent être ou pas exemptés d'impôts. Et les participants dans ces fonds, ce sont les grands investisseurs institutionnels, la Caisse des dépôts et les autres grands sociétés canadiennes de plans de retraite, etc. Donc, ce qu'il fallait éviter, c'était la double taxation des membres de ces caisses de retraite-là. Et c'est ça ce qui a été fait. Merci beaucoup. Et c'est ça qui a été fait. Madame Ansari. Oui. Bien sûr, la transparence. C'est très important pour les Canadiens d'avoir accès à la visibilité, à tout ça. Puis je pense que les grandes entreprises et les grandes fortunes ont beaucoup de moyens pour éviter les taxes. Puis il faut avoir les règles plus claires et la transparence plus claire pour les Canadiens. Merci. La question suivante s'adresse au Parti libéral et au Parti conservateur. Allez-vous réduire, sinon suspendre les subventions aux entreprises des énergies fossiles? Monsieur Berthold, pour commencer. Écoutez, les subventions aux énergies fossiles sont souvent des subventions qui sont utilisées pour faire la transition énergétique. Et je pense que c'est important, si on veut être un acteur important, une superpuissance énergétique pour le monde, remplacer l'utilisation du charbon dans les pays qui doivent utiliser de plus en plus d'usines de charbon. On a entendu le président Trump récemment annoncer qu'il allait justement ouvrir davantage de centrales au charbon pour produire de l'électricité. Bien, je pense que le Canada a un rôle
rôle important à jouer dans ça et on doit développer cette capacité-là, ces ressources naturelles-là qui font en sorte que le Canada peut redevenir un pays riche, prospère et qui est un exemple pour l'ensemble du monde. Merci beaucoup. Monsieur Letao? Je pense que nous devons être prudents là-dessus. Le secteur des énergies fossiles, c'est un secteur qui est très important pour l'économie canadienne, un secteur qui génère aussi beaucoup de revenus pour les États, pour l'État fédéral et aussi pour l'État d'autres provinces. Donc oui, on devrait faire une analyse approfondie de la structure fiscale de cette industrie-là, mais je pense que ça serait pas bénéficiaire pour tout le monde de tout simplement couper ce qu'on appelle des subventions, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Merci. La question suivante s'adresse à tous, donc chacun 30 secondes, essayez d'être succinct. Quand pensez-vous unifier la déclaration d'impôt des particuliers? Ou sinon, quelle est votre position sur la déclaration unique? Commençons avec M. Sainte-Marie. Oui, merci. Quelle bonne question. Donc, nous, on est pour simplifier la paperasse. J'ai présenté dans une législature passée ce projet de loi-là. J'ai eu le soutien des conservateurs au comité des finances, mais pas du NPD en Chambre. On a fait une procédure pour rappeler le vote et là, c'est le NPD qui nous a soutenus et les conservateurs qui nous ont faussé compagnie. Oui, c'est plus long pour le particulier, mais pour les entreprises, là, c'est beaucoup plus de paperasse, 2 endroits où aller vérifier. Québec perçoit déjà la TPS. Ça serait bien plus facile s'il y avait une seule déclaration. Monsieur Côté. Bien, nous, on a exprimé nos préoccupations par rapport aux emplois fédéraux qui sont touchés du côté de l'Agence du revenu du Canada. Puis, c'est de voir est-ce que ça va être vraiment un progrès. Il ne faut pas oublier non plus que l'instauration de l'impôt provincial, c'est un héritage du gouvernement Duplessis. C'était d'ailleurs un geste d'affirmation nationale vraiment extraordinaire. C'est assez drôle que je complimente Maurice Duplessis là-dessus, mais écoutez, chaque palier de gouvernement a son rôle à jouer, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on éliminerait. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Berthold. Je pense que ça va entrer au niveau conservateur dans notre plan global, simple et rapide. On doit réduire de 25 la paperasse pour les Canadiens, pour les entreprises. On veut obliger le gouvernement à abolir 2 règlements pour chaque nouveau règlement qu'il veut mettre en place. On veut également enlever 2 $ de frais administratifs pour chaque nouveau dollar de frais administratifs que le gouvernement va imposer. Concernant la production des rapports d'impôt, je pense qu'on doit effectivement faciliter la vie des Canadiens et des Canadiennes, particulièrement des Québécois qui en ont toujours 2 à remplir. Donc, une déclaration unique. C'est, comme j'ai dit, ça va faire partie de l'analyse de l'ensemble de notre programme pour être en mesure de réduire de 25 la paperasse. Et effectivement, c'est une position qu'on a déjà appuyée dans le passé. Merci beaucoup, M. Letao. Une déclaration unique, je pense que ça serait difficile de la mettre en œuvre. Par contre, oui, nous devons simplifier la vie des contribuables. Une plus grande harmonisation, une plus grande collaboration entre les 2 agences de revenus serait aussi bienvenue. Et vous savez, il y a beaucoup de moyens technologiques où on peut, ce n'est pas nécessairement une déclaration unique, mais peut-être un formulaire unique ou un seul formulaire qui pourrait servir à être après dirigé aux deux agences de revenus. Ça pourrait beaucoup simplifier la vie des contribuables. Merci beaucoup. Madame Ansari. Oui, on supporte bien sûr de simplifier la vie des Canadiens, mais il y a des paliers de gouvernement différents, donc je pense qu'il faut supporter les responsabilités de chacun des gouvernements et bien supporter les choses tout en simplifiant notre vie. Merci beaucoup. Malheureusement, donc, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions du public. Merci d'avoir participé en grand nombre. Alors, le temps file. Maintenant, on va passer au mot de conclusion. Pour rappel, donc, chacun, vous disposez de 60 secondes pour conclure le débat d'aujourd'hui, résumer l'approche de votre parti en matière de fiscalité et de finances publiques. Alors, dans l'ordre, le mot de la fin ira d'abord à Raymond Côté, du Nouveau Parti démocratique, à Gabriel Sainte-Marie, du Bloc québécois, à Carlos Letao, du Parti libéral du Canada, à Bisma Ansari, du Parti vert, et enfin à Luc Berthold, du Parti conservateur du Canada. Alors, Monsieur Côté, c'est à vous, 60 secondes. Merci. Mon mot de la fin va commencer avec la chose suivante. Il est question de responsabilité budgétaire et ça, de ce point de vue-là, le Nouveau Parti démocratique a montré de nombreuses fois dans l'histoire qu'il était responsable quand il était au gouvernement.
Et justement, pour s'assurer de protéger les gens par rapport aux menaces qui viennent de l'extérieur et même la menace d'une récession au sein du Canada, je le dis puis je le répète, ça va prendre un État fort, bien financé, en allant exploiter une ressource qui est pratiquement ignorée, la richesse concentrée dans le 20 des personnes les plus riches au Canada, et sans compter les grandes entreprises. C'est pour ça que mon chef, Jagmeet Singh, a présenté des mesures qui apparaissent agressives, mais qui sont nécessaires justement pour mobiliser des moyens pour protéger l'ensemble de la population, puis assurer une prospérité future et surtout une transition énergétique qui va nous protéger des changements climatiques. Merci. Monsieur Sainte-Marie. Oui. Dans les prochaines années, il va vanter fort. Les pressions vont être fortes. On le sait, avec ce qui s'en vient, avec ce qui se passe déjà avec Donald Trump aux États-Unis, les tarifs, les contre-tarifs, tout change. Est-ce qu'on va renégocier l'ACUM qui était l'ALENA avant? On est dans un climat d'incertitude. Nous, on essaie d'être digne de confiance. On est là pour protéger notre monde, coûte que coûte, sans retenue, défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois. M. Carney, on ne le connaît pas tellement. Si on renégocie l'ACUM, qu'est-ce qui va en être des intérêts du Québec? Dès qu'il y a eu des tarifs sur l'automobile, paf, tout de suite 2 milliards. Toujours aucune mesure ciblée pour l'économie du Québec, la forêt, l'aluminium, etc. Je vous donne un dernier exemple. Les contre-tarifs peuvent nous faire mal. Le gouvernement Carney n'a toujours pas mis en place les mesures pour demander des exemptions. Les formulaires ne sont toujours pas là sur le site. Ça fait plus d'1 mois que c'est en place. Donc, l'entreprise qui importe une pièce d'aluminium des États-Unis qui a été exportée du Québec au départ paye 2 fois le tarif. Toujours rien pour aider ces entreprises-là. Merci beaucoup. Monsieur Letao du Parti libéral. Alors, nous sommes dans un état d'incertitude presque perpétuelle, créé délibérément par le président des États-Unis. Son objectif, le président Trump, c'est au mieux de forcer la relocalisation du secteur industriel manufacturier aux États-Unis. Au pire, mettre en doute la souveraineté du Canada, carrément. Ce n'est pas une mauvaise blague, c'est vraiment un véritable risque. Alors, la question pour nous le 28 avril est qui est la personne, qui est l'équipe la plus apte à diriger le Canada dans cet environnement de confusion et de chaos qui peut nous mener à bon bord. Et à mon avis, bien sûr, c'est M. Carney et son équipe. Merci. Madame Ansari. Oui. Donc, l'économie canadienne est sous pression face aux défis mondiaux et américains. Il faut investir dans nos talents, nos industries et nos ressources. Pour un rappel, nous pouvons protéger nos ressources naturelles avec des réserves stratégiques. Nous proposons des investissements dans une économie verte qui permette aux entreprises canadiennes à prospérer. On veut aussi que les travailleurs méritent de leur part de la prospérité avec une fiscalité qui est plus équitable, avec un revenu minimum garanti pour protéger l'accès à le logement et nourriture. Le Parti vert priorise ce budget qui soutient les Canadiens d'aujourd'hui et bien sûr protège l'économie saine pour nos générations à venir. C'est important qu'on ait plus de voix vertes pour amener ces changements plus vite à Ottawa. Merci. Merci. Monsieur Berthold. Merci beaucoup. Le 28 avril, les gens vont avoir le choix. Soit on continue avec un gouvernement libéral sous une nouvelle étiquette, mais ce n'est pas parce qu'on change l'étiquette quand un produit est périmé, il reste périmé. Donc, un gouvernement libéral qui a fait 500 milliards de dépenses inflationnistes, qui fait en sorte que le coût de la vie a doublé, que le coût des logements a doublé, que les jeunes ont perdu l'espoir, le rêve de cette promesse du Canada que s'ils voulaient avoir une maison, ils pouvaient l'avoir. On a un beau grand pays, on a plus de terrain que partout ailleurs. Malheureusement, ce rêve-là est effacé. J'écoutais M. Letao quelques instants nous dire que tout dépend de M. Trump, alors qu'on doit... On le sait, tout le monde. M. Trump est imprévisible. Une décision prise aujourd'hui va être changée demain après-midi et rechangée au cours de la prochaine année. On doit reprendre le contrôle de nos affaires. On doit travailler sur ce que l'on contrôle, développer notre corridor énergétique, reprendre la main nos finances publiques et faire en sorte de relancer notre économie pour avoir une économie encore plus forte. Alors, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été présents aujourd'hui pour nous parler de finances publiques et de fiscalité. C'est ce qui donc conclut l'événement d'aujourd'hui. On a tous très hâte de recevoir vos cadres financiers. Alors, je pense que déjà quand même, ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui va nous permettre de faire des choix plus éclairés en vue du scrutin du 28 avril. Et sur ce, je vais laisser la parole à Luc Godbout.
Merci. Alors, c'est sûr que le fiscaliste en moi avait 1000 questions à vous poser, des aspects techniques, mais ce n'était pas l'objectif. Je sais aussi qu'il y avait des gens derrière leur écran qui pratiquent la fiscalité, qui auraient eu aussi des questions pour vous. Mais j'espère que pour ces gens-là, l'activité de ce midi vous a plu et qu'elle contribuera de faire des choix ou un choix plus éclairé. Donc, au nom de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, je veux vous remercier. Je veux remercier la candidate et les candidats. Je sais que votre agenda est relativement bien rempli par les jours actuellement. Et donc, on l'apprécie d'autant plus que vous avez pris le temps de quitter votre comté pour venir échanger avec nous sur les enjeux de finances publiques et de fiscalité. Merci à toi, Clémence, une animatrice hors pair, donc qui a contribué grandement à la fluidité des échanges. Et un ultime merci aux gens derrière ou devant vos écrans. Donc, vous êtes toujours très nombreux à nos activités. C'est ce qui nous motive et qui justifie la décision de faire des activités de ce type-là. En terminant, sans que ça soit moralisateur, je vous dis, le scrutin est le 28 avril. Il y a des votes par anticipation du 18 au 21 avril. Peu importe pour qui vous votez, de la manière dont vous votez, l'important, donc, c'est d'y aller. Merci à tous.